Bienvenue à toutes et à tous. Donc Stéphane Lemaire pour ma part, et en tant que président de la commission prudentielle de l'Institut, j'ai le plaisir de vous accueillir pour ce webinaire organisé avec l'Institut Louis Bachelier. Julien Pénas, chercheur associé, et François Dezorme, directeur scientifique à l'Institut Louis Bachelier, vont nous partager le travail de recherche récent publié en avril dernier. Alors, le sujet, c'est l'objet de la conférence d'aujourd'hui. Donc, comment est-ce que la directive Solvabilité 2 impacte-t-elle la détention en action des assureurs vie? Et peut-être juste quelques mots avant de laisser la parole aux auteurs, juste pour dire qu'il s'agit d'un thème cher à l'Institut des actuaires. Pourquoi? Puisqu'en fait, il y a 3 ans bientôt, à l'occasion de la première révision de Solvabilité 2, nous avions publié une étude sur l'investissement en actions à long terme et son traitement préférentiel en SCR. L'objectif était d'inclure une nouvelle classe d'actifs, donc LTUIP, et qui avait eu un succès, puisqu'en fait, en 2019, la Commission européenne avait introduit un amendement dans la réglementation afin justement d'instaurer cette classe d'actifs. On avait poursuivi le travail fin 2019 en analysant le détail de cette proposition en publiant une note d'analyse afin de faciliter son implémentation sur le marché français. Donc aujourd'hui, c'est chose faite. La classe LTEI, action investie à long terme, existe dans la réglementation solvabilité 2. Elle bénéficie d'un choc réduit à 22%. Par contre, il y a encore quelques contraintes pour bénéficier de cette éligibilité en choc réduit, ce qui en limite un petit peu son usage en France. Donc c'est pour ça qu'on poursuit les travaux, notamment dans le cadre de la révision 2020, et c'est toujours un enjeu d'intérêt général que d'élargir le champ d'application de cette classe d'actifs pour permettre aux assureurs d'être des acteurs importants du financement de l'économie et donc de lever les contraintes d'investissement dans ces classes d'actifs. Là-dessus, l'avis EIOPA publié en décembre dernier donne déjà des premières ouvertures. Ce qu'on souhaite et ce qu'on poursuit, c'est que ça se concrétise dans les travaux à venir, notamment avec les propositions de la Commission européenne qui devraient intervenir à partir de la rentrée et qui, on l'espère, confirmeront, voire même seront plus ambitieuses que le travail initié par les IOPA, et qu'elles reprendront aussi à leur compte ce qui a été proposé au niveau de l'Institut des actuaires. Donc, en ce sens, ça fait le lien avec le sujet du jour. Pour ma part, je vais en rester là. Je vais laisser la parole à François Dezorme pour la suite. Et puis, bien entendu, des questions pourront être posées elles seront restituées à la fin de la conférence. Je vous remercie et François, je te laisse la parole. Merci Stéphane. Mes remerciements aussi à toute l'audience aujourd'hui pour porter attention à l'étude qu'on a réalisée. Je vais rappeler juste assez rapidement l'historique de cette étude. En fait, elle est issue d'un programme de recherche, d'un long programme de recherche qui avait été initié avec la CNP et la Caisse des dépôts depuis 2012. Et ça avait ironiquement en fait commencé par une micro-étude sur l'idée était de challenger la méthodologie Solvency de l'époque dans l'univers post-crise. Et en fait, les critiques étaient déjà sur l'inadaptation du modèle et l'horizon trop court pris. Donc,
Du coup, cette étude s'est vraiment concentrée sur la présence de cycles et de retour à la moyenne sur les actions et sur les autres actifs. Et donc, voilà, donc il y a un programme de recherche plus ambitieux qui s'est mis en route. La Caisse des dépôts nous a rejoints et le modèle s'est enrichi au fur et à mesure pour donc un modèle d'allocation d'actifs à long terme, n'intégrant pas uniquement les actions, bien sûr, mais d'autres actifs. Et il a duré 6 années, même un peu plus, où on a progressivement enrichi le modèle. Et c'est un travail qui est d'ailleurs encore en cours parce qu'on réfléchit maintenant à intégrer des contraintes climatiques dans notre modèle d'allocation d'actifs. Donc voilà, donc je vous réfère au rapport qui se figure sur le site de l'Institut Louis Bachelier si vous êtes intéressé par le travail précédent, mais il est évidemment très, très corrélé avec ce qu'on va vous présenter. Et donc pour revenir à l'étude d'aujourd'hui, ça a été initié en fait par la direction du Trésor qui avait eu connaissance de ce programme et qui est venu nous voir il y a 1 an et demi pour nous demander de les aider à disons, challenger quantitativement, encore une fois, les solvency, en intégrant les contraintes solvency, précisément dans le modèle, pour regarder l'impact sur la détention action à long terme. Pardon. Donc, on a mené cette étude avec encore CNP qui nous a gentiment rejoint et un partenaire de plus qui est Crédit Agricole Assurance qui a participé aussi à l'élaboration de l'étude. Donc, je vais laisser parler Julien qui va dérouler en fait en détail le contenu de cette étude et ses conclusions qui ne sont pas étonnantes en fait. Et je voulais finir quand même par remercier la CNP, Crédit Agricole Assurance et notamment Axel Marmottan chez Crédit Agricole Assurance et Stéphane Lemaire, vous avez entendu, chez CNP, et la direction du Trésor qui a été évidemment très, très proactive dans cette étude. Je ne sais pas s'ils nous écoutent, mais en tout cas, voilà. Je tenais à les remercier à nouveau. Et la Caisse des dépôts également, alors qui a évidemment moins de focus sur la partie assureur, mais qui a quand même participé depuis longtemps à l'enrichissement de ce modèle. Voilà, je vais m'arrêter là, je vais laisser la parole à Julien et n'hésitez pas si des questions viennent au cours de la présentation. À toi, Julien. Bonsoir à tous, merci de l'introduction. Bienvenue, merci d'être présent. Stéphane l'a déjà dit, mais n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, vous pouvez les inscrire dans le chat. J'essaierai d'y répondre soit en direct, soit à la fin. Donc, l'étude que je vais vous présenter, c'est une application d'un programme de recherche que François l'a expliqué, qu'on a commencé il y a 9 ans, qui se base sur la littérature académique. Je suis moi-même chercheur à l'Université de Luxembourg. Et donc, sans autre préambule, je vais rentrer dans le vif du sujet. Si ça marche. Je pense que je n'ai pas forcément besoin de motiver l'importance de ce type d'études. Je pense que vous y êtes déjà exposé. En général, on peut voir un ensemble d'effets importants dans le fait qu'on puisse avoir des investisseurs à long terme. Je ne vais pas m'intéresser à ces externalités dans cette étude, mais on peut toujours les rappeler. Donc, c'est financer l'économie à long terme, une plus grande résistance à des chocs dans l'économie. Et puis aussi, aujourd'hui, on a davantage de problématiques liées à l'environnement, notamment, ce qui nécessite des investissements de très long terme, auxquels les assureurs et tous les investisseurs de long terme sont bien équipés. L'étude que je vais vous proposer utilise un modèle qui est relativement général. En application, ça va être la solvency. Une partie des choses sur lesquelles on a travaillé jusqu'à présent, c'est le caractère cyclique des rendements. Et donc, notre approche va permettre de tenir compte de cet effet. Donc, concrètement, comment est-ce que je vais proposer? On a toujours,
Malheureusement, l'histoire ne se répète pas, donc c'est toujours difficile quand on fait de la recherche d'essayer d'établir un contrefactuel. Hein, que se passerait-il si on n'avait pas eu Solvency? Très concrètement, l'approche que je vais avoir, c'est je vais partir de ce que j'observe et je vais essayer d'inférer quelque chose que je n'observe pas. Hein. Donc, je vais partir d'un problème de choix de portefeuille d'un investisseur de long terme, d'un assureur. Je vais essayer d'approximer le plus finement possible. Ça va être pas fin du tout au final, mais ça va être au moins ça va être lisible. Donc, je vais essayer d'approximer ce type de problème. Ça va ressembler à quelque chose qu'on fait en master, donc un problème de choix de portefeuille. Je vais avoir une approche un petit peu hybride. Hein. Je vais calibrer une partie des résultats, une partie des paramètres de mon modèle et je vais utiliser des données pour le reste, vous allez voir. Une chose que vous pouvez déjà noter, c'est que ça va être un modèle de long terme. La spécificité du long terme, quand on fait du choix de portefeuille, c'est que normalement, un choix de portefeuille, ça va dépendre de moments, donc de rendement moyen, de volatilité, de corrélation. Le long terme a une spécificité que quand le long terme est différent du court terme. Ça paraît trivial de dire ça. Pour obtenir ce genre de résultat, il faut un modèle qui le permet. Donc, ce n'est pas forcément si évident. Donc ça, c'est des propriétés de la littérature académique sur le sujet. Hein. Je vais vous présenter ça brièvement. Le modèle, une des innovations de notre étude, c'est qu'on a inclus donc, une approximation des contraintes réglementaires dans ce modèle économétrique qui usuellement n'en a pas. Et donc l'approche que je vais avoir, c'est comme je vous disais, calibrer certains paramètres pour reproduire approximativement une allocation représentative d'un assureur en tenant compte de ces contraintes. Ensuite, je vais lever ces contraintes et ça va me donner le contrefactuel, c'est-à-dire que se passerait-il si je n'avais pas le Solvency 2. Donc l'idée, c'est d'avoir une idée de l'impact. Je ne vais pas préjuger de savoir est-ce que c'est efficient ou pas, je vais juste quantifier cet impact. Et vous allez voir, l'impact il est assez important. Pour vous donner un aperçu avant de se plonger dans le modèle, donc on a un effet marqué qui va s'accroître avec l'horizon. L'horizon représentatif, on va regarder jusqu'à 20 ans, mais pour un horizon de 10 ans, on a une allocation non contrainte qui est de 27%. Alors ça, c'est un résultat. Et l'allocation, une fois qu'on a introduit une contrainte, donc correspondrait plutôt à ce qu'on observe, est de 12%. Hein, donc l'impact, d'après notre modèle de Solvency, est plus de la moitié. Donc on a une réduction de 15 points de pourcentage de l'allocation action. C'est très important. Ça ne veut pas dire évidemment qu'il faudrait lever complètement les allocations à tous les sujets, mais ça veut dire qu'on a un impact de premier ordre sur notre allocation, clairement. Alors là, comme je vais procéder pour la suite, je vais d'abord vous présenter mon problème, donc mon modèle. Comment est-ce que j'approche mon choix de portefeuille en tenant compte d'un passif et en tenant compte du long terme. Je vais vous montrer comment j'approxime les contraintes réglementaires dans le cadre de mon modèle. Ensuite, je vais vous présenter comment j'approche les données. On va utiliser les données dans notre problème, évidemment. Ensuite, ça va être assez linéaire, hein, les résultats, et je répéterai ce que je viens de vous dire en concluant. Très bien. Alors, voilà pour entrer dans le vif du sujet. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi notre fameux modèle? Donc, c'est un choix de portefeuille. Le choix de portefeuille, on va partir d'un agent qui maximise sa richesse. Donc, la richesse est W. Gamma, ici, va être mon aversion au risque. Donc, plus gamma est élevé, moins j'aime le risque. Donc, je me place aujourd'hui à l'horizon T. Je suis à l'instant T. Et je me place à un horizon T plus H. Donc, H va être un nombre d'années ou une période qui correspond à mon horizon d'investissement. Donc, ma richesse va dépendre de ma richesse actuelle et de mon choix d'actifs. Donc, ça, c'est un problème relativement standard. En général, ce qu'on étudie en master, c'est T plus 1. C'est pas forcément très différent. Vous allez voir en quoi c'est différent plutôt. Pour l'instant, j'ai qu'un actif. Donc, mon actif, il va être égal à 1 plus des rendements. Avec ça, c'est donc
le paramètre, enfin la variable de décision, donc c'est alpha, c'est mes poids, hein, donc c'est un vecteur de poids dans les différentes classes d'actifs que je vais introduire plus tard. J'ai K actif, plus, K plus 1 actif. Donc les rendements sont grand R. Une particularité de mon choix, c'est le problème peut être assez compliqué. Une simplification qui est assez courante dans la littérature, c'est de supposer que c'est une allocation statique. Il y a moyen de faire un peu plus sophistiqué, mais l'idée, c'est qu'en gros, on va fixer l'allocation par exemple pour 10 ans. Ce qui n'est pas forcément irréaliste. C'est pas forcément, en tout cas, c'est généralement pas optimal, mais c'est une bonne approximation de ce qui est fait en pratique. En général, on ne bouge pas les poids énormément d'une année sur l'autre. Juste pour vous donner un cadre familier, donc là, dans un cas le plus simple, avec une seule période, ce type de problème correspond à un problème qu'on appelle moyenne variance. Donc en gros, notre agent représentatif ici va chercher des actifs de sorte à maximiser le rendement sur la variance. Donc là, j'ai oublié ce terme-là qui est un ajustement de Jensen. En gros, c'est le mu va être mon rendement, sigma va être ma volatilité. Et en gros, mon assureur, mon investisseur va aimer les actifs qui ont un rendement élevé et il ne va pas aimer la volatilité. Et plus gamma, donc mon aversion au risque est élevée, moins je vais aimer les actifs risqués. Ça, c'est quand on a un seul actif. En pratique, quand j'ai plusieurs actifs, je vais tenir compte de la corrélation entre actifs. C'est un problème standard. C'était juste plus pour vous illustrer que c'est un cadre ultra standard quand on fait du choix de portefeuille. Alors, légèrement moins standard, mais toujours relativement commun, comment est-ce qu'on fait pour introduire un passif? En général, on considère un cas uniquement quand on a de la richesse, on n'a pas de passif derrière. Le problème peut être transformé pour obtenir un passif, c'est ce que je vous montre ici. Donc, au lieu de maximiser ma richesse, je vais maximiser un ratio actif-passif. Donc, ce qui se passe en général dans ce type de problème, c'est que donc, on a l'actif au dénominateur et la présence on a un passif au dénominateur. Et la présence de ce passif va introduire une demande de couverture. Donc, au lieu de chercher uniquement les actifs qui ont un rendement élevé et une faible variance, je vais en plus chercher les actifs qui sont corrélés à mon passif. Donc, c'est quelque chose qui sera directement dans mon modèle. Je ne vais pas m'attarder trop longtemps là-dessus, mais c'est quelque chose que notre modèle va capturer. En plus de ça, on va tenir compte dans notre modèle du fait que le passif s'amortit en général quand on considère un assureur vie. Donc, mon passif sur lequel je m'intéresse ici s'écrit donc L, donc je suis en anglais, donc L pour liabilities, donc qui va être donné, donc mon passif à horizon H va être donné par le même type d'expression que pour l'actif, avec un terme Z qui va correspondre à l'amortissement. Je vais détailler ça au prochain slide. Déjà, juste une chose sur le rendement déjà en soi. Le rendement va être égal à 85% de la performance de l'actif avec un min à 0. Okay. Donc, ça reflète la règle de distribution qui s'impose aux assureurs de reverser aux souscripteurs 85% des bénéfices réalisés grâce à l'épargne. Okay, donc, ça va être mon passif. Donc, forcément, ça va créer une demande de hedge un petit peu différente. Donc, par exemple, si vous regardez un fonds de pension, par exemple, mais ça va être le cas qu'on va considérer dans cette étude. Un cas auquel vous êtes familier, c'est que le passif a tendance à s'amortir avec le temps. Donc, je vais avoir ce terme Z qui va être un taux d'amortissement à horizon. Donc, ça va être une variable aléatoire. Ce que je veux obtenir, c'est un amortissement relativement régulier, mais quand même aléatoire, qui va rentrer dans mon problème. Ce que, in fine, je vais calibrer mon modèle pour avoir des amortissements de l'ordre de 2% par an.
Et dans un cas stressé, dans un cas de crise, l'ordre de 4%. C'est les données qu'on nous a données. Donc sur le slide, je vous mets des choses un peu plus barbares. En gros, ce que ça signifie, c'est que donc, je veux que mon taux d'amortissement soit entre 0 et 1. Donc il faut que je fasse une manipulation. Je ne peux pas utiliser une loi standard. Donc ce qui se passe, c'est que de toute façon, je vais simuler mon modèle. Le taux d'amortissement en valeur absolue suit une loi normale. Pardon, donc Z suit une loi normale replie. Okay. Approximativement, ça ne va pas trop nous embêter, puisque compte tenu des paramètres qu'on a, ça sera approximativement une loi normale. Donc mon taux d'amortissement à maturité sera approximativement, ressemblera à une log normale. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer comment je tiens compte de la régulation. Donc, j'aurais peut-être dû vous dire quelle classe d'actifs est considérée. En gros, je vais avoir les grosses classes d'actifs auxquelles vous imaginez, hein, donc le monétaire, l'obligataire, l'immobilier, l'action, avec 2 types d'obligations, hein, donc 4 classes d'actifs, qui vont faire preuve d'un traitement réglementaire différent. Donc, je travaille en log, c'est plus pratique quand on fait du long terme, et puis c'est aussi plus économiquement, ça fait un peu plus de sens. Donc, un petit R, en gros, c'est le log de mon rendement brut qui était un grand R. Et donc, ce petit R tilde va correspondre à mon rendement brut, ajusté du coût du capital réglementaire. Comment je vais faire ça? Je vais supposer un coût du capital à 6%, qui est, alors on suit l'approche Solvency, hein, donc on retient le coût du capital prévu par Solvency. Et donc la fonction qui va nous intéresser, c'est ce terme-là, donc capital réglementaire, qui va dépendre de mon portefeuille. Donc alpha, pour rappel, c'est les poids que je choisis, que mon investisseur choisit dans ce portefeuille. Et alors ce capital réglementaire, il va être composé de 2 termes. Un sera le SCR et l'autre sera la VIF, que je vais détailler dans un instant. Ça, c'est une typo, ça devrait apparaître après. Le SCR va être calculé, là on va essayer de suivre la régulation du mieux qu'on peut. Donc ça, c'est une formule qui est donnée par EIOPA. Donc on a une matrice de corrélation et on a des poids individuels par classe d'actifs. Donc I vont être les classes d'actifs et je vais faire une somme, une racine d'une somme, en tenant compte d'une corrélation hypothétique qui est listée sur le slide suivant. Ici, il devrait y avoir un alpha aussi. Et donc, mon SCR individuel, c'est donc mon portefeuille pour l'actif I fois un choc. Le choc est calculé par l'EIOPA. Alors, on approxime un tout petit peu pour tenir compte de notre problème. Hein. Donc, on a 4 classes d'actifs, comme je disais, les actions, l'immobilier, l'obligation et les taux courts réinvestis, qui sont les actifs risqués quand on n'a pas un horizon court. Donc on va retenir comme poids brut 44% pour les actions, qui correspond à du 50-50 entre le côté, 25% pour l'immobilier, 3% pour les obligations. Alors ça, on s'est sourcé auprès de Crédit Agricole Assurance. Et donc, on a des facteurs qui tiennent compte des impôts différés, donc qu'on nous a estimés, ça c'est des données de la CPR, qui sont estimés à 13%, donc qui amortissent le choc à hauteur de 13%, d'où le terme 0,87. Et puis, l'effet des provisions techniques, qui a un impact assez important, d'où le terme 0,43. Donc, 57% sont absorbés par les provisions techniques. Donc, au final, le poids va être, donc, pour le SCR, va correspondre à cette formule-là, et donc avec des poids et des chocs individuels qui sont pondérés. Là, je vous mets les corrélations réglementaires, hein, qui correspondent à ce coefficient ρ ici. Donc ça, c'est le premier terme de mon capital réglementaire. Le second terme est assez similaire, excepté qu'il n'y a pas de prise en compte de la corrélation, donc c'est la VIF. Et là, on a aussi des données qui nous ont été fournies par la Crédit Agricole Assurance pour calibrer notre modèle ici. Donc les actions sont encore une fois les plus pénalisées, avec un VIF à 19%. 15% pour l'immobilier, 13% pour l'obligation et encore 0 pour le taux court. Alors, comment je vais appréhender mon problème?
Pour des problèmes plus simples, même en présence de passifs, on peut en général avoir des solutions de forme fermée. Ce n'est pas le cas dans notre cas actuel, parce qu'on a de l'amortissement notamment. Donc la façon dont on va procéder, c'est qu'on va simuler complètement, on va tout simuler, on va simuler la fonction d'utilité, et on va, pour approximer la solution, et on va chercher les poids optimaux sur cette solution approximée. Donc ça tourne, je devrais dire que le modèle est assez flexible de ce point de vue-là. Donc les inputs de mon modèle, ça va être des moments, donc les rendements espérés et une matrice de variance-covariance. Je vais vous montrer bientôt comment j'estime ces objets-là. Je vais supposer une aversion au risque égale à 5, ça c'est standard. Puis ça correspond à peu près, vous allez voir, on va vérifier que notre allocation elle fait sens. C'est un paramètre qu'on a choisi. L'allocation elle est contrainte, donc on n'a pas de vente à découvert et on limite, on n'a pas de levier. Donc on a des allocations qui sont prises entre 0 et 100%. Et on a choisi aussi de mettre un cap sur l'immobilier à 20%. En général, ça ne gêne pas trop, ça n'a pas trop d'impact. Enfin, ça dépend des calibrations. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire pour ce cas-là. Alors, j'ai une question. Pourquoi est-ce qu'investir en action diminue la VIF? Non, alors, en fait, la VIF est plus élevée pour les actions. C'est comme ça qu'il faut comprendre le slide précédent. Donc, ça va être un poids réglementaire plus élevé pour les actions. OK, donc mon modèle économétrique est le suivant. Donc, c'est assez standard. Donc, le modèle va comprendre deux choses. Un va être les rendements. Et un autre, donc quelque chose dont je n'ai pas encore parlé, sont les prédicteurs. Qu'est-ce que c'est que les prédicteurs? En un mot, ce sont des variables qui prédisent les rendements. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, quand j'avais suivi mes études, les premières fois que j'avais suivi des études, moi, j'avais retenu que les marchés sont efficients et donc on ne peut pas prédire les rendements. En fait, c'est un peu à la traîne par rapport à la littérature économique. C'est plutôt une vision, disons, de la théorie des années 70. On sait aujourd'hui qu'il y a pas mal de variables qui prédisent les rendements des actions, des obligations, de l'immobilier, etc., des changes. Ce n'est pas contradictoire avec la théorie des marchés efficients, ça peut être contradictoire, mais pas nécessairement. Et d'ailleurs, Fama, qui était le père des marchés efficients, a contribué à cette littérature. L'interprétation de variables qui prédisent les rendements en présence de marchés efficients, ce sont que les prix de risque changent dans le temps. Donc, par exemple, pendant une récession, on pourrait s'attendre à ce que les prix soient relativement bas. Donc, par prix, j'entends les ratios de valorisation, donc ratio par exemple de dividende sur le prix. Donc, les ratios de dividende-prix seront élevés. Vous avez un rendement élevé. C'est a priori une bonne idée d'investir. Ça, c'est l'intuition générale et c'est confirmé dans les données. Donc, on a la même type de logique pour la courbe des taux. On sait que quand la courbe de taux est pentue, on a tendance à avoir des rendements un peu plus élevés. Donc, mon modèle va capturer ça. Et en fait, il y a une équivalence entre prédictabilité des rendements. Il peut y avoir une équivalence, pardon, c'est une implication qui n'est pas systématique, mais sous certaines conditions, le fait d'avoir des variables qui prédisent les rendements peut donner lieu à une volatilité qui diminue avec l'horizon. D'accord? Donc, c'est notamment vrai pour les actions. D'accord? En tout cas, pour Douglas Clavecy, ça va être l'inverse. Donc là, je recommence ce que je disais, le fait qu'il y ait des rendements prédictifs, ça veut dire que la structure par terme de risque ne sera pas plate. Donc, pour les actions, ça sera la structure par terme de risque va baisser, donc les actions vont être moins risquées à long terme. Alors, pour deux classes d'actifs, ça va être l'inverse. Donc, il est important donc, de prendre en compte de cette prédictabilité des rendements, donc le fait que certaines variables aient un pouvoir prédictif pour les rendements des actifs, pour le long terme. D'accord? Donc, notre modèle il est construit pour ça. Donc, concrètement, comme je disais, ça va être un modèle vecteur autorégressif, un modèle VAR, qui va, essentiellement, c'est un vecteur, donc tous mes actifs seront dedans, ainsi que mes prédicteurs. Et ça va, ce vecteur, il est autorégressif, c'est-à-dire qu'il y a des variables
passées de mon vecteur qui expliquent le futur. Donc, et donc, sur la base des paramètres de mon vecteur qui vont être dans cette matrice phi, je vais être capable d'en tirer non seulement les rendements au futur, mais aussi en fonction de l'horizon, mais aussi volatilité, corrélation, donc tout ce dont j'ai besoin pour calibrer mon modèle. À présent, les données, donc je vais utiliser des données qui sont gratuites, pratiques pour assurer que mes résultats sont réplicables. C'est des données annuelles, ce qui est suffisant quand on s'intéresse au long terme. Ce qui est intéressant avec ces données, c'est qu'elles couvrent pas mal de pays. Il y a 15 pays, donc ce sont des pays développés. Et on a les principales classes d'actifs, non seulement les classes d'actifs, mais aussi des ratios de valorisation, donc les prédicteurs. Donc l'avantage d'avoir plein de pays, c'est que ça me donne éventuellement pas mal de puissance statistique, puisque je peux utiliser les données internationales pour améliorer la précision de mes estimations. Ce qui est ce que je vais faire. Les classes d'actifs que j'ai dans mon panier sont donc le taux court, donc je vais avoir le taux court nominal, les actions, l'immobilier, c'est l'immobilier résidentiel, c'est pour lequel on a des données, c'est pas parfait, c'est pas forcément représentatif, c'est sur quoi on va travailler. J'ai des rendements obligataires, donc on va supposer que c'est du 10 ans à peu près, donc ça sera des rendements réinvestis. Et donc, dans mon problème, j'ai un actif sans risque. Donc, l'actif sans risque qui n'est pas forcément le taux court. Donc, je vais aller chercher la courbe des taux. On va faire une hypothèse sur la courbe des taux. Et ça va me donner un taux sans risque qui correspond à mon horizon d'investissement. Voilà. Donc, comme je vous disais, j'ai des variables prédictrices qui sont donc le ratio dividende-prix pour les actions. C'est un classique. Et on a l'équivalent pour l'immobilier, et il me manque la courbe des taux. Il y a aussi la courbe des taux dans mon modèle. Donc, comment je vais approcher mon problème? Donc pour rappel, j'ai besoin d'estimer ma matrice phi, mais j'ai aussi besoin alors je n'ai pas expliqué tout à l'heure, donc Y c'est mon vecteur, Y bar ça va être ma moyenne de long terme. Donc, ça va être les rendements moyens actions, les rendements moyens obligations, etc. Alors, en pratique, c'est assez dur d'estimer les rendements moyens. On a même si on a des données très très longues, c'est toujours très, très instable, surtout si ça bouge dans le temps. Donc, surtout si les rendements espérés bougent dans le temps, pour être précis. Et c'est notoirement plus difficile à estimer que des variances covariantes. Donc, un autre problème que j'ai, c'est que je veux que mon allocation correspondent à une allocation représentative. Donc, ce que je voudrais, en gros, je veux avoir à peu près 2/3 en obligataire et le reste en actifs risqués, plus risqués. Donc, pour arriver à ce résultat-là, je vais, on peut dire différemment, je peux tricher, ou en tout cas, je vais calibrer une partie en tout cas, je vais calibrer mes rendements moyens et je vais utiliser une approche économétrique pour estimer mes variances covariances et puis ma matrice d'autocorrélation, phi que je vous montre. Et donc Y bar, mon équation précédente, va être calibrée. L'alternative, donc là, ça va être une approche relativement simple. Donc dans le passé, on a travaillé sur une approche bayésienne, statistique bayésienne, qui permet de prendre de façon un peu plus fine des a priori. Donc, ça aurait été une alternative. Pour cette étude-là, on a décidé de rester plus simple. Comme François envisageait, quand on s'intéressera notamment au climat, quelque chose qu'on peut accommoder dans notre modèle, là, c'est tout à fait pertinent d'utiliser une approche bayésienne qui introduit l'incertitude d'estimation. Donc là, on a pris des raccourcis. C'est pas quelque chose qu'on veut toujours faire. Ici, je vous montre donc le résultat de notre calibration. Donc je vous montre les données. Donc on va travailler sur les données d'après-guerre. Les données remontent à beaucoup plus longtemps, mais on préfère travailler sur les données d'après-guerre qui sont quand même plus représentatives, on estime. Donc je vous montre ici le rendement moyen, la volatilité, le ratio de Sharpe. Donc ça, c'est dans les données, et puis ça va être ma calibration. Donc la période considérée, donc elle a eu beaucoup d'inflation, donc et puis il y a des taux qui ont
baisser sur la période, on n'est pas forcément représentatif du futur. Donc, c'est aussi pour ça qu'on va calibrer. Donc, l'approche qu'on a eue, ça a été relativement de représenter un peu nos vues et puis aussi d'essayer de corriger aussi le passé. Donc, on a... donc la chose qu'on a essayé de faire, c'était de baisser les rendements, donc déjà de baisser les taux courts. Donc, c'est pour représenter quelque chose qui correspond plus à la réalité aujourd'hui. L'alternative, ça aurait été de travailler sur des rendements excédentaires. On travaille sur du réel, on a des rendements réels. Donc on a préféré baisser le taux court. Donc, résultat, on a aussi baissé les rendements des classes d'actifs considérées. Ensuite, on a gardé dans la plupart des cas la volatilité, sauf pour l'obligataire, où on a supposé qu'on avait une duration un peu plus basse, donc mécaniquement qui réduit la volatilité. Et au final, on se retrouve avec des ratios de Sharpe qui sont beaucoup plus réalistes, beaucoup plus raisonnables, donc à peu près 0,2 pour les actions, 0,15 pour l'obligation, un ratio plus élevé pour l'immobilier, mais qui, dans certains cas, notre contrainte, on a une contrainte sur l'allocation pour que ça reste en dessous de 20%, qui va éviter que notre assureur mette tout son investissement dans l'immobilier. Alors, j'en arrive au résultat. Alors, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas commenter chaque point de ce tableau. Ce que je vous montre ici, c'est une partie des résultats d'estimation du VaR qui correspond à ma matrice phi. Donc, c'est l'autocorrélation de mes rendements, entre autres. Alors, je ne vais évidemment pas tout commenter, je vais juste faire une remarque. Qu'est-ce que ça, quand il y a des étoiles, ça veut dire que quelque chose est statistiquement significatif. Je vais juste faire une remarque sur ce qui est un des coefficients les plus importants. Donc, DP, ça va être le ratio dividende-prix. Donc, 0,10, c'est positif, c'est ça qu'il faut retenir. C'est-à-dire que ce que signifie ce coefficient, c'est que quand le ratio dividende-prix est élevé, les rendements futurs ont tendance à être plus élevés. Donc, c'est vrai pour les actions et c'est aussi vrai pour l'immobilier. Alors, pas le ratio dividende-prix. L'immobilier, ça ne dépend pas des valorisations actions, mais par contre, le ratio loyer-prix a, lui, un effet prédictif. C'est-à-dire que l'année prochaine, quand le ratio dividende-prix est élevé, donc quand les prix sont bas par rapport aux dividendes, vous avez des rendements plus élevés l'année suivante. Et pareil pour l'immobilier. Et cet effet a tendance à s'accumuler avec le temps. Vous pouvez voir ça parce que là, on voit que la persistance de ces variables, du ratio dividende-prix et du ratio loyer-prix sont très élevés. C'est-à-dire que si le ratio dividende-prix est élevé aujourd'hui, il le sera encore dans un an. L'effet a tendance à persister. Okay. Donc ça, c'est il y a un autre input de mon modèle qui est la variance-covariance que je ne vous montre pas, mais qui est aussi estimé par notre modèle. OK. Donc, quelque chose qui est plus facile à digérer dans notre cas de figure, plutôt que les coefficients, c'est regarder la volatilité conditionnelle. Donc, la structure, on peut appeler ça la structure par terme de la volatilité. C'est ce que je vous montre ici. Donc, qu'est-ce que c'est? Intuitivement, je prends les coefficients de mon modèle. Donc là, ça va dépendre uniquement de ma matrice, le tableau que je vous ai montré précédemment, et aussi de la variance-covariance entre mes différents rendements et mes prédicteurs. Donc, ça, c'est les deux inputs de mon modèle. Et intuitivement, je prends des puissances pour itérer dans le futur. Quand je fais ça, ça me permet de calculer donc, la volatilité à un horizon plus élevé. C'est ce que je vous montre ici. Donc, je commence à un horizon 1 an. Donc, pour les actions, c'est à peu près 20%. L'immobilier, c'est un peu plus bas. Enfin, c'est nettement plus bas. C'est à peu près 7,5%. 6% pour les obligations et de l'ordre de un peu moins de 2% pour le monétaire. Bon, évidemment, si vous investissez dans le monétaire à un an, c'est un actif sans risque. Donc, techniquement, pour l'investisseur, c'est ici. Mais le monétaire, à partir d'un horizon plus élevé, devient risqué. Ce que vous voyez donc sur ce graphique, c'est qu'on a un effet de retour à la moyenne qui est assez léger finalement sur ces jeux de données. Après, ça dépend un peu du jeu de données que vous utilisez. Sur les données américaines, c'est un peu plus fort.
Donc de l'ordre sur nos données, donc de l'ordre à 20 ans, on a une volatilité de 18%, donc 2% de moins. Ça ne veut pas dire que alors après, ça dépend ce que vous maximisez, hein, mais ça ne veut pas dire que la probabilité de faire une perte sur les actions, par exemple, baisse peu avec l'horizon, parce qu'on a un effet moyenne qui est aussi très élevé sur les actions. Là, je parle juste de la volatilité. Je ne parle pas d'un effet écrasement de la volatilité par la moyenne. C'est la volatilité en elle-même est un petit peu plus faible si vous investissez à long terme. C'est l'inverse pour l'immobilier. Là, c'est relativement plat, mais selon les jeux de données, des fois, ça peut exploser. C'est relativement plat pour l'obligation et ça augmente pour le monétaire. Donc, à garder en tête pour la suite. Donc, je ne vous montre pas les corrélations, mais en gros, ça va être, je préfère vous montrer directement les résultats d'allocation. Je ne veux pas vous assommer sous les graphiques. Ici, je vous montre l'allocation d'actifs corrélée à un assureur, un investisseur de long terme, sans la contrainte. D'accord ? Donc, ce n'est pas quelque chose que j'observe, c'est quelque chose que je déduis une fois que j'ai enlevé mes contraintes. D'accord ? Donc, cette allocation, elle est, à l'horizon 10 ans, elle est 55% obligations, 45% actifs risqués. Les actifs risqués se séparant entre à peu près équivalent entre actions et immobilier. Le monétaire est un actif essentiellement dominé, donc j'ai un petit peu de monétaire à court terme et puis ça disparaît assez vite à un peu plus long terme. Et donc j'ai deux types d'obligations. Donc il y a un effet de substitution entre les obligations relais, donc réinvesties, et les obligations sans risque, qui sont détenues à majorité. Mais en gros, représente à peu près 55% de ma poche d'allocation. Alors, une fois que je prends en compte solvabilité 2, on a un écrasement assez net de l'allocation en actifs risqués, notamment, surtout sur les actions, parce qu'on peut voir là, ça se rétrécit ici, au profit du monétaire et d'obligataire. Le monétaire est très, très avantagé parce qu'il a un très faible, il a un coût zéro en capital, ce qui n'est pas le cas des autres classes d'actifs. Et donc, on voit que, en tout cas sur les horizons relativement courts, le cadre réglementaire incite à prendre une épargne de précaution, donc d'investir dans le monétaire, mais qui n'est pas forcément, en tout cas, c'est pas quelque chose que ferait de façon optimale, en absence de régulation. Et surtout, c'est un actif quand même relativement dominé. C'est-à-dire que pourrait mieux prendre plutôt une obligation sans risque à maturité équivalente, mais la régulation incite à prendre du monétaire. Si on regarde par classe d'actifs, c'est à peu près la même chose que je vous disais, donc là, il y a un basculement très net. Donc en bleu, je vous montre l'allocation non contrainte, et en rouge, l'allocation est contrainte. Donc, la classe d'action est réduite, donc actions sont réduites, l'effet est relativement flat sur l'immobilier. Il y a un peu moins d'obligations 10 ans qui sont risquées, un peu plus d'obligations détenues à maturité, donc mais l'effet est assez léger. Et le principal gagnant, c'est le monétaire, comme je dis. Maintenant, si je regarde l'impact sur l'allocation action, qui est le principal objet de notre étude, donc là, je vous montre la différence entre l'allocation non contrainte et l'allocation avec solvency. Et on voit que pour un horizon de 10 ans, donc on a une réduction de 15% donc sur l'allocation totale. C'est 15 points de pourcentage, ce n'est pas 15% de l'allocation initiale, qui est répartie. Alors je ne vous montre pas sur ce graphique, mais vous pouvez aller voir l'étude, qui est répartie à peu près 50-50 entre la VIF et le SCR. Les deux contribuent très négativement à l'allocation. Donc et vous voyez que cet effet est marqué avec l'horizon, d'où l'importance de notre cadre de recherche qui décide de prendre en compte l'horizon d'investissement. Donc on voit un effet plus important à long terme qu'à court terme. Voilà, donc, pour résumer à notre approche, donc on prend un point de vue entre guillemets normatif, c'est-à-dire qu'on part d'un modèle normatif qui nous dit comment devrait allouer notre portefeuille. On a une approche donc, qui tient compte du passif, qui tient compte de l'amortissement du passif, qui tient compte des contraintes réglementaires, très approximatives, mais qui
qu'on peut interroger avec les données. On a donc ensuite calibré notre modèle en utilisant des données et une calibration, disons, à dire d'experts, pour obtenir des paramètres qui nous paraissent raisonnables, mais aussi qui nous permettent de reproduire, une fois en tenant compte de la contrainte solvency, reproduire une allocation qu'on observe, à savoir 2 tiers, 1 tiers entre obligation et non-obligation. On voit que quand on lève ces contraintes, ça nous donne un contrefactuel qui correspond à une allocation en action à peu près 15 points de pourcentage plus élevé que l'allocation contrainte. Donc pour un horizon de 10 ans, là, si vous voulez retenir un chiffre, on passe de 27% à une allocation d'un assureur non contraint à 12% une fois on a tenu compte de la contrainte solvency, avec un net basculement vers le monétaire. Voilà, c'était tout. J'attends vos questions. Je vois qu'il y en a déjà dans le chat. Est-ce que j'arrête de partager, comme vous voulez? J'aurais peut-être besoin de revenir, donc je vais peut-être garder mon écran. Je vois qu'il y a déjà une question. La borne à 20% est quasiment toujours saturée. Alors, oui, pardon, je vous ai dit une bêtise. Donc, elle est quand même, enfin, elle est saturée pour certains horizons. Donc, donc on a étudié différentes hypothèses. La raison pour laquelle on a gardé une contrainte, en fait, ce n'est pas 20%, c'est 25% pour moi. Donc, on a fine-tuné ça à la fin. L'alternative à mettre une contrainte forte, on a pensé que c'était réaliste. L'alternative, si on veut reproduire quelque chose qu'on observe dans la réalité, ça aurait été de baisser l'hypothèse de rendement sur l'immobilier. Donc, on a toujours des discussions très longues sur est-ce que l'immobilier, quel est le rendement de long terme. Ça, je parle tant entre nous dans le cadre de l'étude, mais aussi dans la littérature académique. C'est toujours quelque chose qui est très débattu. Donc, l'approche qu'on a retenue, c'est de donner un Sharpe ratio assez élevé pour l'immobilier. On peut argumenter qu'il y a un prix de liquidité, par exemple. Mais pour refléter le cadre, cadre de gestion où on ne veut pas avoir trop de concentration dans les portefeuilles, on a décidé d'appliquer une contrainte. Mais donc, si vous levez la contrainte et que vous réduisez un peu le Sharpe ratio, vous obtenez un résultat qui est assez similaire. Et après, si vous ne mettez pas la contrainte, du coup, vous n'êtes plus vraiment réaliste. Mais alors, vous retrouvez quand même un impact. Je ne pourrais pas vous donner de tête l'effet sur l'allocation action, mais il restait large. Donc, je ne sais plus s'il était plus élevé ou moins élevé. Mais dans tous les cas, on a toujours un effet, un effet négatif sur l'allocation action. En tout cas, c'est quelque chose qu'on a considéré. Alors, ensuite, quel serait l'ordre de grandeur de cette baisse, ici 15 points? Alors, le LTI, ouais, c'est quelque chose qu'on n'a pas considéré dans le cadre de cette étude. Je préfère pas vous dire de bêtises, donc mais c'est quelque chose qu'on note pour la suite. J'ai pas envie de vous dire qu'il y a une proportionnalité, mais enfin, évidemment l'effet serait plus faible. Mais je préfère pas trop m'avancer là-dessus. Pourquoi avez-vous pris des rendements 45? Alors, c'est un choix aussi. Donc, il y a toujours un compromis à faire. Empiriquement, si vous regardez des données d'avant-guerre, souvent on voit moins de prédictabilité des rendements. Donc, on a une structure par terme qui est un peu plus plate. Le consensus de la littérature académique, c'est quand même de regarder les données d'après-guerre. Après, ça dépend. Moi, j'ai travaillé sur les deux. Enfin, mais c'est vrai qu'en général, on préfère travailler sur les données d'après-guerre. Il y a aussi des doutes sur les données, sur la qualité des données. Donc, on a quand même pas mal de périodes d'hyperinflation, donc qui sont aussi qui compliquent un petit peu l'interprétabilité des données. Après, si vous utilisez des données plus longues, ça va changer un peu la structure par terme donc du risque, mais vous aurez quand même toujours un effet négatif. Alors, quels sont les SCR pris en compte? Donc, le choc de taux, donc on l'a modélisé d'une façon assez crude, assez ad hoc.
À la base, on avait retenu une duration, donc une hypothèse de duration. Donc on avait utilisé les paramètres de solvency. Après discussion avec Crédit Agricole Assurance, ils nous ont donné quelque chose qui ressemble plus à leur boucle. Donc on est parti sur 3% sur le SCR. Donc là, c'est la DIRT Expert. Avez-vous testé avec les chocs de souscription Julien, il y a une question sur l'hypothèse des espérances de rendement prises en fait, dans le modèle. Est-ce que tu peux revenir Oui, alors je les prends dans l'ordre là. Ouais, non, c'est comme c'était une question que tu as ratée. D'accord, ok, c'est pour moi. Donc les rendements. Alors, oui, je vais revenir à ça. Oui, très bien. Je pense donc, que les hypothèses de rendement, donc elles apparaissent après. Donc, les hypothèses de rendement qu'on a reçues, c'était sur la base de discussion avec nos partenaires. Donc, on a retenu un rendement de 4,5%, donc c'est en log. Donc, c'est un rendement avec réinvestissement pour les actions. Donc, une prime action de 4%, c'est un peu conservateur. Mais qui correspond à peu près, encore une fois, à une allocation. Sur l'immobilier, 1% de moins. Et sur les obligataires, une prime de 1%. Et ce qu'on a regardé aussi, c'est les Sharpe ratio. Donc, le Sharpe ratio sur les actions et les obligations sont à peu près le même. Et un Sharpe ratio plus élevé pour l'immobilier, mais qui est contrebalancé par la contrainte de 25%. Quels sont les... Ça, j'ai répondu. Alors, pourriez-vous préciser la contrainte? C'est le besoin de couverture du montant de capital correspondant à une chute de 39%. Et pas de contrainte, veut dire quoi? Donc, pas de SCR du tout. Alors, je reviens là-dessus. Donc, sur le SCR, donc le SCR qu'on a retenu est donné ici. Donc, en fait, on a un choc brut, donc 44% pour les actions. Donc, on a supposé qu'on avait 50% d'actions cotées et 50% non cotées, donc on en a pris un taux moyen. C'est assez brut, hein, mais comme on n'a pas de données sur les actions non cotées, ça revient à supposer une corrélation parfaite. Donc 44% pour les actions, 25% pour l'IMO, 3% pour les obligations. Hein, donc c'est un mix de forfaitaires, hein, qui est en gros donné par la SCR, et des calibrages, de données de DIRT Expert, donc données par notre partenaire, Crédit Agricole Assurance, pour les obligations. Alors ensuite, donc c'est 25%, pas 22% pour l'immobilier. Donc je ne suis pas sûr de comprendre toutes vos questions. Donc, on a un SR sur toutes les classes d'actifs, sauf sur le taux court relais. Et on a en plus donc la VIF qui est donnée par ces pondérations-là, donc un autre choc qui là ne tient pas compte de la corrélation. Comment l'écart entre la volatilité action retenue et le SCR action influe-t-il sur les résultats? Donc, c'est assez compliqué de répondre à cette question parce qu'il y a de la non-linéarité, notamment à cause du passif. Je ne peux pas vous donner une réponse. Ça dépend des scénarios. Donc, encore une fois, on s'intéresse, approximativement, à notre réponse va dépendre de la différence de volatilité par rapport à la variance. Et donc du poids en capital. Donc plus le SCR est, la réponse bête, c'est-à-dire plus le SCR est élevé, plus ça va pénaliser les actions, et plus la volatilité est élevée, plus ça va pénaliser l'action, mais dans les deux cas. La volatilité va pénaliser l'action dans les deux cas. Donc l'effet est plutôt de second ordre par rapport à l'effet de la SCR. Si vous voulez préciser votre question, mais je ne peux pas vous donner. Enfin, on a essayé dans l'étude, sur un certain nombre de dimensions, il n'y a pas tant d'intuition que ça, parce qu'il y a plein d'effets qui sont des effets de second ordre. Avez-vous envisagé un environnement d'inflation plus normatif de l'environnement éco et quid d'impact des rendements initiaux normatifs? Donc là, alors c'est pas juste ce qu'on a fait pour cette étude, mais dans le passé, on avait considéré aussi travailler sur des taux excédentaires plutôt que sur des taux d'inflation. Donc, en gros, quand vous faites de l'investissement à long terme, soit vous regardez des taux excédentaires,
donc les rendements sont des rendements excédentaires, donc il n'y a pas d'inflation entre plus, soit vous travaillez sur des rendements réels. Donc là, sur cette étude, on a supposé des rendements réels. Après, en général, travailler sur des rendements excédentaires, c'est assez similaire. Après, je ne suis pas sûr de... Donc, à nouveau, hein, si vous changez le taux d'inflation sans changer... encore une fois, ce qui nous intéresse, c'est une différence entre une allocation contrainte et une allocation non contrainte. Donc, la plupart des effets vont avoir des effets importants sur le niveau, mais pas forcément sur la différence. Après, il faut regarder en détail. Mais je n'ai pas forcément une réponse précise à vous donner mais je retiens ça pour la suite. Est-ce que vous avez mesuré l'impact sur le ratio de solvabilité de l'assureur? Non, ça on n'a pas regardé du tout. La VIF ne prend pas en compte les contraintes réglementaires. Donc en fait, c'est une approximation. Donc la VIF que l'on a retenue, donc c'est uniquement les hypothèses, c'est en gros pour revenir sur la façon dont on procède. Donc ça c'est c'est des chiffres qui nous ont été communiqués par Crédit Agricole Assurance et on s'est mis d'accord sur la façon de procéder avec nos partenaires. Et donc la VIF entre donc dans mon calcul de rendement ajusté par ce terme ici. Donc le capital réglementaire va dépendre du SCR et de la VIF. Et le capital réglementaire que je vais mettre en face va lui être facturé à 6%. Donc en gros, j'ai un rendement de 6% sur mon capital réglementaire qui vient réduire mon rendement. Et peut-être, Julien, Stéphane, Oui. pardon, je me permets, en fait, ce que l'on représente, ce facteur vif, c'est aussi la hausse des provisions techniques Solva 2 liées en fait à des options et des garanties qui sont plus importantes, puisqu'effectivement, quand on va évoluer en market consistent, le best estimate, bah, ça va augmenter la volatilité dans la diffusion des actifs qu'on a dans le modèle Solva 2. Donc, en fait, plus on met d'actions, plus on a de volatilité des rendements qui sont utilisés pour le calcul du best estimate. Donc, c'est pour ça qu'on voit que bah, plus l'actif a une volatilité implicite importante et qui rentre comme une donnée de valorisation de nos provisions techniques, bah, plus en fait ça va augmenter les provisions techniques et bah, plus ça va réduire les fonds propres et en fait demander une exigence en capital pour couvrir le SCR complémentaire. Donc, ça va réduire la VIF initiale en augmentant le capital. Donc c'est pour ça que c'est bien un élément qui rentre comme un coût en capital supplémentaire. La traduction en vision modèle Solva 2. Merci Stéphane, c'est beaucoup plus clair quand c'est expliqué. Alors, y a-t-il des études similaires dans d'autres pays? Pas que je sache. Pas que je sois au courant. Alors, pourquoi optimiser le rapport actif et passif et pas l'actif net de passif? Donc, en gros, ce que vous voudriez que je fasse, c'est plutôt que travailler sur le ratio, que je travaille sur la différence. Alors, j'ai suivi la littérature. Après, quand on travaille en log, c'est assez pratique. Mais vu que notre modèle est simulé, j'aurais pu aussi bien travailler sur une différence. Je n'ai pas de... on n'a pas fait, on n'a pas essayé. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions que j'ai oubliées? François, tu as suivi Oui, je pense que c'est bon. Il y a une main levée, mais sans question, en fait, que j'ai perdue. Là, je vois plus de main levée. Mais si les participants ne sont pas satisfaits des réponses ou veulent en tout cas des compléments, ils peuvent, enfin je ne sais pas Samuel comment ça se passe, mais ils peuvent prendre la parole. Hein. Ça peut aussi être une discussion. Oui, il y a une remarque sur ta formulation de la VIF dans le slide entre les pourcentages et les montants. Soit c'est une coquille, mais ça me semble en fait... Attends. Voilà. C'est plutôt les alpha I qui sont à 10%.
Non, c'est bien la vive qui Ouais, est. c'est ça. C'est ça. Les alpha-i, c'est un paramètre. Donc, c'est le choix, c'est le poids qui est une décision dans mon portefeuille. Alors, il y a un nouveau. Diffuserez-vous une étude complétée avec les LTEI? Faut voir. Ouais, il faudrait qu'on en parle. J'ai noté en tout cas. Ouais. C'est une nouvelle étude, donc je ne sais pas à quel horizon, mais c'est quelque chose qu'on va regarder. Ouais. Qu'on peut. Alors, bon, il y a des, comme vous voyez, il y a des questions auxquelles on ne répond pas parce que bon, ça n'a juste pas été entrepris, mais pas par manque de temps, par manque d'intérêt, disons, de la part des interlocuteurs qu'on a pu avoir au cours de l'étude. Mais on peut en fait rassembler toutes les questions et puis essayer de faire une réponse plus globale si c'est si ça ne demande pas trop de temps. On va dire. Comme vous avez indiqué, qu'un rendement élevé induit un rendement élevé la période suivante. Alors, c'est une question sur la prédictabilité. Donc, alors, ça dépend des prédicteurs. Donc, mais pour les actions immobilières, c'est là où donc, quand les rendements sont élevés aujourd'hui, ils ont tendance à être élevés dans le futur. Donc, c'est-à-dire que les prix ont tendance à revenir à la moyenne assez lentement. Donc, pour profiter de la prédictabilité, ça a tendance à se cumuler avec l'horizon. C'est ce qui est capturé de façon très simple par le modèle. Ça ne veut pas dire que c'est en moyenne. Ça ne veut pas dire que la volatilité elle-même n'est pas élevée. Hein. Donc mais l'idée, c'est que si vous investissez quand les prix sont plus bas, vous avez tendance à bénéficier de rendements relativement élevés. Alors, c'est moins clair pour la volatilité. En gros, pour être court, la volatilité sur un cycle un peu différent des prix, elle est beaucoup moins persistante. Donc, la volatilité réalisée. Donc, gardez qu'il y a toujours un risque très important en investissant dans les actions. Hein. On ne dit pas qu'il faut forcément timer le marché très agressivement. Mais l'interprétation de ces coefficients, c'est que c'est plus attractif, en tout cas, d'investir dans des actions, et c'est de même pour l'immobilier, quand les ratios de valorisation sont attractifs. Donc, c'est quoi acheter quand c'est pas cher et vendre quand c'est cher. Mais ça ne veut pas dire que les rendements sont stables eux-mêmes. Les rendements espérés sont stables. Alors, votre modèle est-il accessible? Ça serait... Non, pour l'instant, non. Ce serait intéressant effectivement de faire un truc en open source. J'avais regardé ça pour un de mes cours. Mais pour l'instant, non, ça prend un petit peu de temps à tourner. Mais ça serait quelque chose qui serait intéressant, effectivement, de pouvoir le rendre accessible. On avait réfléchi à ça et on n'avait pas... on l'a jamais fait. Mais c'est quelque chose qu'on garde en tête. On va garder les questions hein, en tout cas, merci beaucoup pour votre feedback. Je vais garder vos questions pour le futur avant que le chat se ferme. D'autres questions encore? Oui, remarque, c'est un modèle qui est encore en construction, même s'il a beaucoup de... Enfin, on l'a enrichi quand même nettement depuis le début, mais on a bien conscience d'abord que c'est un modèle. Hein, que, effectivement, la réalité est dépeinte avec nos hypothèses, mais on compte bien l'enrichir. Donc, effectivement, ces questions nous aident aussi à l'améliorer. Donc, c'est des discussions qu'on peut mener pendant l'été avec vous, si vous le souhaitez. D'autres contrefactuels, on avait regardé une révision, alors je ne vous ai pas présenté parce que c'était
pour ne pas être trop long, mais on avait regardé la révision de Solvency. Je ne sais plus quel un ajustement de la VIF. Après, c'est une fois qu'on a le modèle qui est en place, on peut. Oui, c'est assez facile. Hein. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous voulez regarder d'autres. Dans l'étude qui est en ligne, il y a aussi une révision de la VIF. Je ne sais plus exactement quel terme c'était. En fait, oui, il y a peut-être un des éléments qui va être caractéristique aussi de la révision de solvabilité 2, ça va être le risque de taux, où en fait, ça va inciter à avoir un portefeuille obligataire de taille conséquente pour éviter une surcharge en capital importante du risque de taux. D'où en fait des facteurs qui aujourd'hui sont assez réduits dans la pondération plutôt du SCR où on a de mémoire 3% qui est retenu comme l'avis d'expert qui avait été mentionné et qui en fait serait probablement à revoir encore plus bas avec la révision de solvabilité 2, voire même avoir un facteur négatif, puisqu'en fait, ces obligations vont couvrir le risque de taux qui va être enrichi si la proposition EIOPA est retenue en tant que telle. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Stéphane, c'est toi qui conclus? Oui, très bien. Merci beaucoup pour cette présentation, Julien. Merci beaucoup aussi, François. C'est très éclairant et inspirant. Et donc, on voit qu'il y a des opportunités à travailler sur la révision solvabilité 2 pour faire en sorte que le cadre permette l'investissement à long terme et cette étude, justement, on donne un éclairage tout particulier. Des questions sur Merci. les slides aussi, je te donnerai je donnerai à Samuel les slides pour qu'on puisse les diffuser aussi. Donc, oui, et je rajoute qu'un article est paru, vous l'avez peut-être aperçu, il est apparu dans les cahiers de l'assurance, enfin dans risque, pardon, au mois de juin. Et les rapports donc, du programme de recherche global, j'ai envie de dire, général, et cette étude faite avec CNP Direction de Trésor et Crédit Agricole d'Assurance figurent tous les deux sur le site de l'Institut Louis Bachelier. Merci. Merci à tout le monde. À Stéphane, oui, merci à tout le monde. Merci beaucoup. Très bonne soirée. Merci, bonne soirée à tous. Au revoir.